sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, Denis Martel est au micro et nous sommes en compagnie du ministre Mathieu Lacombe. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Donc, c'est ça, on a la chance cette semaine d'avoir un ministre avec nous. Merci encore, Mathieu, pour d'avoir accepté notre invitation aux engagés publics. C'est très, très, très apprécié. Mathieu, j'ai un gros CV devant moi à lire. Je vais prendre le temps de bien lire les mon choses. CV, ça? Tout à fait, oui. J'ai fait mes recherches. Donc, j'ai ton parcours scolaire, j'ai ton parcours professionnel, ton parcours... Okay. Le parcours est intéressant, le parcours est riche, puis le CV, ben ça fait un long CV. Donc, allons-y avec la lecture du CV. Parcours scolaire diplômé du collège La Cité en journalisme électronique, baccalauréat spécialisé en journalisme avec mineur en sciences politiques de l'Université d'Ottawa, a étudié à la maîtrise en administration des affaires à l'Université du Québec en Outaouais, journaliste pour Radio-Canada, Ottawa-Gatineau. Puis là, ben, c'est ce que j'étais en train de dire, l'élément qui m'étonnait, qui m'a étonné, parce que moi, ça a été un élément que je ne connaissais pas du tout. Puis ça m'a étonné sur deux aspects. Puis je vais commencer par nommer l'élément. Là. C'est l'un des plus jeunes chefs d'antenne au Québec à la barre du TVA Nouvelle 18h à TVA Gatineau, Ottawa. C'est vrai. Donc, c'est impressionnant, mais ce qui m'a plus impressionné, c'est de voir pourquoi je savais pas ça. C'est vraiment deux mondes. Moi, je suis à Charlebourg, hein. Puis je me suis dit, waouh, on est vraiment, pour moi, là, Gatineau, Ottawa, on dirait que c'est une autre planète, carrément. Mais on a cette impression-là aussi. Des fois, on se sent loin de Québec, puis des fois, toutes les régions pensent avoir été oubliées, là, mais je vais vous dire, là, nous autres, là, des fois, on a cette impression. Vous vous sentez encore plus oublié. Ouais. Président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec pour la section de l'Outaouais, porte-parole de la Société de transport de l'Outaouais. Puis ça, c'était juste avant d'arriver en politique. Genre un mois avant, là. C'était juste avant. Ouais. C'est ce que je lisais. Puis, anciennement, tu as été militant de la Commission des jeunes de l'Action démocratique du Québec, conseiller régional de la Naudière, directeur des communications. Et plus tard, 2008... écoute, je vais te laisser réagir à tout ça, mais je vais finir ma... Je te l'avais dit, j'avais prévu. J'ai prévu que c'est long. Je pensais pas que j'avais un aussi long CV. Candidat défait, première expérience en élection en 2008 dans la circonscription Darcy-McGee. C'est courageux, bravo. Audacieux, ouais. Audacieux, on peut le dire. Et maintenant, par contre, député de Papineau pour la coalition Avenir Québec, élu avec 46,9% des voix dans une circonscription qui était représentée par le Parti libéral du Québec depuis 37 ans. Fait que je pense que tu t'es bien repris. Oui, je pense que oui. Aujourd'hui, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais. Là, je peux reprendre mon souffle. Oui, Mathieu. Mathieu, on a une question aux engagés publics qu'on aime poser quand on reçoit un politicien pour la première fois. C'est le background. Puis là, écoutez, c'est en plein d'actualité cette semaine. C'est une question un peu hommage à André Arthur, mais inquiète-toi pas, c'est pas dur. On veut savoir qui est la personne normale derrière le politicien. On veut en savoir un peu plus sur ton background. On aime connaître nos politiciens aux engagés publics. Qui est Mathieu Lacombe? Qui est Mathieu Lacombe? Moi, je dirais un gars bien ordinaire. Puis, je pense que il y a beaucoup de nos élus qui sont comme ça, mais les gens nous voient à travers la caméra de télé, nous voient en veston, cravate. D'ailleurs, moi, j'enlève ma cravate. Là, je l'ai gardée parce que j'arrive de l'Assemblée nationale en courant, là, mais actuellement, j'enlève ma cravate. Mais les gens nous voient, dans un moule qui est très, très sérieux. Mais moi, je suis un gars bien ordinaire qui a 2 enfants, qui va jouer au parc, qui va jouer au soccer, qui fait le clown quand il se promène au centre d'achat ou qui va au restaurant avec ses deux enfants. Donc, je dirais que je suis vraiment pas mal comme votre voisin. Là. Regardez votre voisin, c'est pas trop bizarre. Là. Je dirais que je suis pas mal le voisin très, très moyen. On est en direct.
on a on va avoir la possibilité de prendre des questions des gens s'il y en a. Okay. Mais, des fois, l'heure nous le fait qu'on n'a pas un gros auditoire sur le coup. On verra. Puis là, je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook là, en ce moment. Là, je vois que l'image en ligne actuellement, cela dit, c'est pas très, très grave parce qu'après ça, nous, on fait un différé de tout ça. Puis on continue comme si de rien n'était. Ça va être en ligne dans quelques minutes si c'est pas directement actuellement. Mais je fonde peu d'espoir dans ce que Facebook m'offre actuellement. Je suis vraiment on est vraiment gelé. Qu'est-ce qui t'a amené en politique, Mathieu? Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours de militant? Ben, ça, c'est une bonne question parce que, tu sais, quand j'étais ado, puis bon, là, on remonte, je suis pas très vieux encore, là, j'ai 33 ans, donc quand j'étais ado, donc disons au début des années 2000, parce que j'ai terminé le secondaire 5 en 2006, j'écoutais les émissions d'affaires publiques à la télé, je me rappelle. Pour l'anecdote, François Paradis, qui est notre collègue maintenant à l'Assemblée nationale, moi, je l'écoutais quand j'étais au secodaire. J'étais le gars qui retournait manger à la maison. J'étais dans toutes les activités parascolaires, mais le midi, je retournais manger à la maison. Puis j'écoutais les affaires publiques. Puis je me rappelle, du lundi au jeudi, c'était Jocelyne Cazin à TVA, dans l'avenir.com. Puis le vendredi, c'était François Paradis à TVA en direct. Puis tu sais, ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser à la chose publique. Je voulais être journaliste, je voulais faire de la politique, puis je me suis engagé dans la commission des jeunes de l'ADQ, tu le disais tantôt. Ah oui? On a une. Puis là, j'ai vraiment vu ce que c'était de militer dans un parti politique de l'intérieur. Moi, c'est la question nationale qui m'a amené là, l'autonomisme de Mario Dumont à l'époque. Autonomisme pour lequel il faisait bien rire de lui, mais aujourd'hui, on le voit, c'est le nationalisme, ça, derrière lequel je me suis rangé. Mais ceci dit, j'ai connu ça, mais je me suis aussi dit, je voulais vivre le journalisme. Donc, une passion se vit mieux avant l'autre. Le journalisme d'abord, donc je suis allé là. Puis, à un moment donné, moi, je suis en Outaouais. Je suis pas du tout libéral et c'est une région rouge. Donc, j'avais même pas l'idée, moi, de faire de la politique là-bas. Puis à un moment donné, c'est arrivé comme ça. La Coalition Avenir Québec a cogné à ma porte, puis j'ai décidé de me lancer. Donc l'intérêt était là. Bien sûr, j'ai toutes les raisons, moi, qui me motivent à faire de la politique, puis pour lesquelles ce qui nous intéresse. Mais c'est ça le contexte à peu près. Donc, mais justement, les motivations sous un point de vue, je dirais pas idéologique, parce que, si c'est le cas, tant mieux, mais en tout cas, en fait, je vais te laisser nous exposer un peu de tes motivations un peu plus profondes, là, au-delà du fait que tu es arrivé, le parcours en tant que tel. Là. C'est ça, c'est la façon dont, c'est le contexte, mais les motivations profondes, il y en a beaucoup, là. Je dirais, la première, parce que ça remonte à l'adolescence, puis à l'adolescence, pour moi, ce qui était intéressant, c'était de participer à la chose publique puis de me dire, comme citoyen, là, on peut faire une différence. Puis moi, je viens d'un milieu, il y en a beaucoup qui vous disent ça, je viens d'un milieu modeste. Honnêtement, je vous le dis, là, je viens d'un milieu très, très modeste. Un parcours un peu atypique. Puis je me disais, il faut que les kids comme moi qui ont ce parcours atypique-là puissent être capables aussi d'accéder à des fonctions, de faire de la politique. Fait que moi, j'avais envie de participer à ça. Puis c'est sûr que là, en vieillissant, il y a des questions qui m'interpellaient plus. La défense de notre identité, l'autonomisme, justement, à cette époque-là, comme on le définissait, qui n'était pas la souveraineté, qui n'était pas le fédéralisme traditionnel, qui était entre les deux, revendiquer puis faire avancer le Québec. Donc ça m'a beaucoup mobilisé. Puis je dirais que quand j'étais en Outaouais, ce qui m'a aussi, je dirais, incité à faire le saut, c'est que c'était une question très régionale. En Outaouais, on était tellement... beaucoup de régions disent ça, mais en Outaouais, on était tenus pour acquis. Les gens... Gatineau, c'est méconnu, même si c'est la 4e plus grande ville du Québec. On est une région où les gens vont peut-être moins naturellement. Puis je pense que ça s'est répercuté dans ce qu'on est comme région puis ce qu'on a comme service. Moi, je le voyais là comme journaliste pendant des années. J'interviewais les politiciens, puis je me disais à quelque part, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je ne pouvais pas changer ça autrement qu'en posant des questions. Là, quand le train est arrivé, j'ai décidé de me lancer. Est-ce que cette de dire que vous étiez pris pour acquis, c'était beaucoup issu de l'axe souveraineté fédéraliste? Oui. Oui, puis tu sais, l'Outaouais, c'est une région particulière parce que la fonction publique fédérale, elle est là, elle est imposante depuis toujours.
on est collé sur Ottawa. Là. Pour vous donner une idée, là, c'est encore plus facile que de traverser de Québec à Lévis. Il y a un pont piétonnier entre Ottawa et Gatineau. Les gens peuvent faire ça en 3 minutes à pied. Et ça amène le fait que les gens de Gatineau peuvent être très nationalistes. Dans ma circonscription Papineau, on est très nationaliste. Mais la souveraineté du Québec, c'est pas quelque chose qui intéresse majoritairement les résidents de l'Outaouais. Ouais. Malgré ce nationalisme-là, et là, il y avait un vide parce que le Parti libéral actuel ne répondait pas à ça. Le Parti québécois non plus. Québec solidaire, même chose. Et la CAQ est arrivée avec cette option-là qui était comme, j'ai l'impression, taillée sur mesure pour l'Outaouais, ce qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, contre toute attente, ben, l'Outaouais est une des régions où on a le plus d'appui au Québec, même quand on se compare avec Québec, avec la Beauce, parce qu'on dirait que c'est taillé sur mesure pour notre région. Ben c'est ça. Hein, si ça n'avait pas été de la CAQ, probablement on aurait été avec des élus PLQ pendant encore 20 ans. Parti libéral, oui, en Outaouais, c'est-à-dire tout à fait, là, parce que je pense pas que quoi qu'il y a eu quelques épisodes, là, remontons à 76, mais là, c'était au plus fort, là, c'était le raz de marée de cette idée, puis évidemment, René Lévesque, mais il y a eu Jean Alfred dans Papineau en 1976, premier député noir à l'Assemblée nationale du Québec. Ah oui, ça, je suis fier de ça, c'était dans ma circonscription, ouais. Et on a eu Jocelyne Ouellette dans Hull, la très, très libérale circonscription de Hull. Mais encore là, c'est 76. Et après ça, ça a été libéral et la démographie a aussi fait son œuvre. Il y a beaucoup d'Ontariens chaque année qui déménagent à Gatineau. Donc, la question nationale, elle est très, très délicate en Outaouais. Nationaliste, mais pas souverainiste. Simplement préciser que j'ai réussi à redémarrer le stream, fait qu'on aura toujours, on est en ligne depuis un certain temps. J'ai même les discussions avec les auditeurs qui commencent. Donc, gênez-vous pas, si vous avez des questions pour Mathieu Lacombe, c'est le temps. Je pourrais l'en prendre quelques-unes à la fin. Mathieu, là, tu commences à nous expliquer un peu, tu nous expliquais les motivations qui t'ont amené en politique. Tu disais, faut que les gens qui sont issus de milieux plus modestes puissent être représentés. J'adore effectivement, c'est une grosse concordance avec les valeurs des engagés publics. Hein. C'est ce qu'on souhaite, que les gens s'engagent en politique, peu importe de quelle classe on est issu. Mais pourquoi l'ADQ? Ben, à l'époque, honnêtement, c'est un concours de circonstances, mais pour moi, c'était surtout toute cette position autour de l'autonomisme. C'était vraiment la question nationale. Comme jeune, comme ado à ce moment-là, jeune adulte en fait, je me reconnaissais pas nécessairement dans le Parti québécois. Je me reconnaissais définitivement pas à l'intérieur du Parti libéral. Parce que, ceci dit, le Parti libéral, ça aurait été beaucoup plus facile d'aller militer là. Parce que l'aile jeunesse du Parti libéral, je vais vous dire, à l'époque, là, c'était très, très bien organisé et plutôt invitant parce que la fête était très, très présente. D'où est issu Mario Dumont, d'ailleurs, qui a été votre premier chef, ton premier chef en politique? Oui, il est issu, c'est vrai, effectivement, de la commission jeunesse, probablement le chef ou le président d'Aile Jeunesse qui aura eu le plus le seul que je me souviens d'influence dans toute l'histoire de la nation québécoise là, avec Robert Bourassa. Mais tout ça pour dire que à cette époque-là, moi, j'ai décidé de m'engager avec l'ADQ parce que, concours de circonstances, j'avais des amis qui y étaient, des gens qui m'ont approché et tout ça, mais aussi parce que, pour moi, la position qu'il défendait, l'autonomisme, ça me rejoignait de dire, laissons de côté cet axe fédéraliste, souverainiste, puis parlons un petit peu plus des dossiers de société dans un angle gauche-droite, mais en continuant de réclamer des gains pour le Québec, pour l'autonomie du Québec. Moi, ça m'a parlé. Mm-hmm. Bon, je ne suis pas d'accord avec toutes les positions de centre-droit défendues par l'ADQ. Aujourd'hui, comme ministre de la Famille, dans un gouvernement de l'ADQ, je ne suis pas sûr que j'aurais fait tout ce que j'ai fait, mais sur la question nationale, pour moi, ça me rejoint. Donc, c'est intéressant cet aspect-là. Donc, la CAQ, un petit peu plus à gauche que l'ADQ? Je dirais que la CAQ, on est vraiment au centre. Je me rappelle, dernière campagne électorale, je le répétais, puis c'était le mot qu'on s'était donné, on refuse les étiquettes. Si la bonne décision est à droite, on y va. Si la bonne décision est à gauche, on y va. Investir 6 milliards dans nos garderies,
pour que les parents aient accès à des places de qualité financées par des fonds publics à 8,70 $. Est-ce que c'est à gauche, ça, ou c'est à droite? Ouais. Je pense qu'on est plus à gauche. Non, mais c'est ça fait toujours rire d'ailleurs. Ouais. On est dans la loi et l'ordre. Des fois, on est un petit peu plus à droite. La gestion des finances publiques, la responsabilisation aussi individuelle, le fait qu'on n'est pas dans la création non plus d'organismes, d'organisations sous une idéologie un peu plus de droite. Mais moi, je pense qu'on est vraiment au centre. Puis je pense honnêtement que ça plaît aux Québécois qu'on soit pas dogmatique, mais qu'on soit pragmatique. Ça, c'est pas suivre une idéologie précise, mais c'est vouloir des résultats puis faire ce qu'il faut pour y arriver. On arrive au passage à la CAQ. Donc, ça explique. Est-ce que ces éléments-là, cette possibilité-là d'agir sur les programmes sociaux, explique un peu ce passage-là à la CAQ? Ben, honnêtement, ça s'est tellement fait vite, là, parce que, tu sais, la petite histoire, j'avais des discussions plus informelles avec des gens de la CAQ qui m'avaient approché, puis j'avais dit non, êtes-vous malade, j'ai 2 jeunes enfants, je veux pas faire ça. Puis à un moment donné, j'ai reçu un appel de la députée de Mirabel, Sylvie Damour, pardon, qui m'a sollicité. Et Sylvie, c'est la mère d'Alexandra, une fille avec qui je suis allé, Alexandra Damour, avec qui je suis allé au cégep. Puis, donc, c'était la mère d'une amie. Et là, je me suis dit, si je dis non, je pense que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Donc, j'ai sauté rapidement en me disant, ben, j'ai toujours voulu contribuer. Là, c'est l'occasion de le faire. Pas nécessairement beaucoup de chances d'être élu, mais si je suis élu, ça va vraiment changer ma vie. Puis, je vais avoir l'occasion de faire partie des décisions puis d'y contribuer. Fait que je me suis lancé directement en campagne électorale. Là, je pense que la campagne commençait une semaine après. Donc, ça s'est fait vite. J'ai pas eu le temps de réfléchir à tout ce que je voulais faire. Puis après ça, ben, la nomination au Conseil des ministres, ça a vraiment été une superbe surprise. Puis après ça, là, je me suis assis et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Puis on a commencé à travailler sur ce qu'on a livré pendant le mandat. Comme individu, de recevoir la confiance comme ça du premier ministre pour devenir ministre, puis là, tu nous le présentes, tu nous expliques à quel point ça a été vite. Ça doit être un choc. Comment tu l'as vécu? Ah, c'est un choc. Un honneur, un choc. Moi, ben, d'abord, c'est sûr, je vais me rappeler de ça toute ma vie, là, mais toute cette période-là, d'abord, l'élection, c'est hallucinant à quel point ça va vite, la campagne électorale. Là. Je disais souvent, j'ai l'impression de courir un sprint, mais sur la distance d'un marathon. Ouais. C'est assez incroyable comme sensation. L'image est bonne. Puis après ça, bon, l'élection arrive, on est élu, puis là, on reçoit ce fameux coup de fil, le premier ministre veut vous parler, on va le rencontrer, puis là, il nous annonce qu'on nous offre de faire partie du Conseil des ministres. Moi, je peux pas, je me pince encore. Là, quand je m'assois dans la salle du Conseil des ministres, honnêtement, puis je sais que vous ne me croirez peut-être pas, là, mais à chaque fois, j'ai envie de me pincer, puis je regarde autour de moi, puis je me dis, je suis tellement privilégié. Je trouve que ça... Non, j'ai pas de misère à te croire, parce que on t'a vu aux élus, on a vu un peu, on a appris à te connaître d'un côté peut-être un peu plus... En fait, tu as vraiment... On sent vraiment ton authenticité dans le cadre de la série. Puis, écoute, je pense que ça en témoigne encore aujourd'hui, ne serait-ce que cette discussion-là, comme ça. Donc, non, j'ai pas de misère à te croire, moi. J'imagine que tu t'apprécies chaque moment, là. J'ai aucun problème à voir ça, à l'imaginer. Mathieu, parle-nous donc un peu de Papineau. Je le disais tantôt, moi, j'étais à Charlebourg, puis j'ai l'impression que ton comté, ta circonscription, c'est plus loin que Paris. Est-ce que tu peux me décrire un peu ta circonscription? Décris-nous ta circonscription pour ceux, d'ailleurs, là, qui connaissent pas Papineau. Ben, Papineau, d'abord, tous les députés disent ça, mais c'est une magnifique circonscription. Je te confirme. Mais qui, à la fois, qui a beaucoup de caractère. C'est une circonscription qui est à la fois rurale et urbaine. On a une bonne partie de la ville de Gatineau, qui est la 4e plus grande ville au Québec. Pas le centre-ville de Gatineau, mais l'est de la ville. C'est plus banlieue? Pardon? C'est plus banlieue? Oui, c'est ça, exactement. Je dirais plus un quartier de banlieue, là, comme on a, par exemple, ici à Québec, ou comme il y a sur la Rive-Nord, la Rive-Sud de Montréal. Donc, tout ce secteur-là, mais avec des anciennes villes aussi qui ont leur personnalité. Masson-Angers, Buckingham, qui ont aussi leur identité avec leurs petits centres-villes locaux. Et donc ça, c'est le côté plus urbain de ma circonscription, mais j'ai aussi la MRC de Papineau au complet, où on a 25 municipalités et où c'est très rural. On a notamment la ville de Montebello,
que les gens connaissent. Les amateurs de Rockfest, du Rockfest la connaissent bien. Puis, bon, on a Saint-André-Avelin, Tursault, la ville natale de Guy Lafleur. Ah oui, c'est vrai. Donc, on parle beaucoup ces temps-ci. Donc, magnifique coin rural de ma circonscription où on est à peu près 24 000 de population dans ce secteur-là, qui n'a rien à envier aux Laurentides, qui sont peut-être plus connus, mais nos paysages, nos lacs sont tout aussi magnifiques. Lors de la... Ben là, ça fait un moment, c'est ton coin, mais pendant la course électorale, et même depuis que tu es élu, qu'est-ce que tu as appris des électeurs de Papineau? Que c'est des gens fiers. J'ai envie de dire ça, que c'est des gens là, qui sont très fiers, territoriaux aussi. Puis moi, ça me dérange pas. Au contraire, ça me stimule de voir des gens qui sont fiers. Avoir une circonscription où on a autant de municipalités, honnêtement, ça amène un défi. Là, parce que quand tu as une ou deux municipalités dans ta circonscription, je pense que le défi est différent. Parfois, c'est la pauvreté, c'est l'itinérance, par exemple. Mais avoir une circonscription avec autant de maires, de mairesses, de municipalités qui ont chacune leur identité, ça amène je dirais un niveau de travail supplémentaire qui est assez considérable, mais en même temps, les gens de chez nous sont tellement fiers, sont fiers de leur coin, sont fiers de leur monde, sont fiers de leur réalisation. Puis moi, à chaque fois que je peux être à leur côté pour les aider à avancer, je le fais. Fait que je dirais que c'est pas mal ça qui m'a marqué du monde de chez nous depuis que je suis leur voix ici à l'Assemblée nationale. On va parler de tes grands dossiers comme ministre, mais avant, finissons avec Papineau. C'est quoi les grands dossiers qui touchent la circonscription? Il y en a beaucoup. C'est sur la santé, ça me touche beaucoup. Je le disais, on a un secteur urbain, un secteur rural. La santé en secteur rural, on s'en fait beaucoup parler. On a des services de proximité, c'est important de les consolider. Nous, on en a rouvert des services qui avaient été fermés. Et il y a toujours cette fichue de pénurie de main-d'œuvre qui nous coupe un peu les ailes. On affiche des postes, c'est toujours difficile. On pourra en parler longtemps. Mais l'accès aux soins de santé, c'est clairement un enjeu dans Papineau, précisément. La main-d'œuvre, je l'ai dit, ça, je pense de toute façon que c'est partout au Québec. L'accès au territoire, par nos chemins, par nos routes, ça, c'est aussi un autre enjeu qu'on a. Puis, on a des enjeux économiques qui peuvent être assez importants aussi. Par exemple, là, on a des enjeux en matière de foresterie avec une usine actuellement qui est fermée. Donc, il faut aussi être capable de diversifier notre économie dans Papineau. Mais ça, ce sont, je dirais, des enjeux qui font consensus. On est tous bien conscients de ça, puis on travaille ensemble pour retrouver des solutions. On sait, sur l'aspect national, comme dans ton rôle de ministre, on sait que tu t'es engagé, puis la CAQ s'est engagée là, à relancer le développement des centres de la petite enfance. Vous y travaillez actuellement. Ça avait été mis sur la glace pendant quelques années. Oui. On parle de 37 000 nouvelles places en garderie qui avaient été promis d'ici 2025. On en est où avec tout ça? Parce que là, on voit que ça fluctue. Hein? Il y a ça se fait pas tout seul. Je serais curieux d'entendre un peu ton bilan, puis comment tu vois un peu le parcours. Là? Est-ce qu'on y arrive? On va-tu y arriver? On garde-tu le cap des 37 000? Oui, on va y arriver. Puis, tu sais, c'est un débat que je trouve un peu à courte vue parfois. Je vous le dis comme je le sens. Je trouve que on est souvent dans ce débat-là à courte vue, puis on se fait demander des comptes là, pour le mois en cours. C'est correct. Ouais. C'est correct, on est là pour ça. Sur l'année en cours, c'est encore plus correct. Là. Une année, ça peut être un bon indicateur, mais en même temps, on part de tellement loin. Puis l'argent qu'on a mis sur la table, l'objectif qu'on s'est donné est très ambitieux. Tu sais, on a dit pour la première fois, ça c'est un fait, là, il n'y a aucun autre gouvernement avant qui a dit on finit le réseau. Avant, il annonçait des places un peu à chaque année, parfois pas pendant des années, mais il n'y a aucun gouvernement qui a dit ben là, nous, là, c'est terminé le niaisage, on termine le réseau, puis on met l'argent qu'il faut sur la table. On a mis 6 milliards sur 5 ans. Mais là, c'est comme si, dans l'analyse de certaines personnes, il faudrait avoir terminé ça pour l'année prochaine et que si on n'arrive pas à le faire, ben, c'est parce qu'on est des incapables. Moi, je me rapporte toujours, en fait, quand on me dit ça, ben, je fais toujours référence à 1997. En 1997, là, quand Lucien Bouchard puis Mme Marois on dit, ben, on dépose notre politique familiale à l'année 3 du mandat. Ils ne sont pas arrivés avec ça en début de mandat. Comme nous, c'était à la 3e année. Quand ils ont dit ça, ben, il n'y en avait pas de main-d'œuvre. Ils en ont trouvé.
on va en trouver aussi. Ils n'ont pas fait ça pour l'année d'après, ils se sont donné un plan de match. Ça a pris 10 ans avant d'atteindre la cible qui s'était d'abord fixée. Nous, on a été un petit peu plus ambitieux que ça. Je pense qu'on va être capable, mais il faut que les gens comprennent que comme en 1997, on n'a pas de baguette magique, mais comme en 1997, on a de la volonté, puis on a de l'argent, puis on va être capable de le faire. Fait que je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Je suis vraiment désolé, là, je ne sais pas ce qui se passe avec la technologie. Oui, écoute, c'est vraiment pas facile aujourd'hui. On a commencé. Facebook me donnait un signal comme quoi on n'était pas tout à fait en ligne, mais il semblerait que finalement on était en ligne. Fait qu'en tout cas, regarde, disons que c'est notre thématique. On était dû pour quelques problèmes techniques. Mais on continue. Je suis content que tu sois revenu, juste comme les questions d'intérêt national commençaient. Donc, on parlait d'une difficulté, là. On parlait qu'il y avait eu une perte de place dans les milieux de... Ouais, une baisse dans les... comment on appelle ça exactement? Les services de garde en milieu familial. On parle de 18 500. Ça serait lié à une crise du logement. Ma question était la suivante, à savoir, quand il y a une crise comme ça, là, puis moi, je m'intéresse vraiment à la mécanique de résolution de conflits, de problèmes, en fait. C'est pas un conflit dans ce cas-là, mais est-ce qu'il y a un travail qui se fait de façon, une coordination transversale avec votre collègue, là, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, pour trouver une solution à tout ça? Est-ce que vous vous asseyez ensemble et vous avez un plan commun? Moi, je dirais que c'est pas les indicateurs que nous, on avait, que c'était lié à la pénurie de logements. De notre côté, je dirais les causes qu'on a identifiées, il y en avait quelques-unes, là. La lourdeur, peut-être pas la première raison, là, mais une des raisons, c'était la lourdeur de toute la paperasse qui leur a été imposée. Ça, on est venu alléger ça avec le projet de règlement que j'ai déposé, le projet de loi 1 aussi. Mais le nerf de la guerre, je pense, c'était la rémunération. En ligne. Parfait. On est de retour. Tu disais, Mathieu, que c'était gênant. C'est drôle parce que gênant, là, j'ai une auditrice qui dit, coudonc, on n'est pas supposé d'avoir Internet haute vitesse dans toutes les régions. Le pire, c'est que vous êtes à l'Assemblée. On va même l'avoir dans Papineau. Dans les 25 petites municipalités rurales. Exact. Fait que là, si on ne l'a pas au centre-ville de Québec, on a un maudit problème. Donc, Mathilde, tu as ta réponse directement de la bouche du ministre. Ça me bandait. On s'entend. Bon, là, je perds le focus. Pas juste de mes idées, je perds le focus de mon image. On s'entend, OK, si ça nous arrive encore, je te laisse aller, Mathieu. On aura l'occasion de se resaluer dans d'autres circonstances. Écoute, mais j'apprécie. Je te promets que je ne ferai pas semblant si la question Mais tantôt, ça ressemblait vraiment à ça. Ça faisait genre, juste comme je commence la première question sur l'aspect national. Non, je vous entends pas. On a perdu l'Internet, c'est pratique. Donc, allons-y. Écoute, tu es en train de nous expliquer un peu c'était quoi, parce que ça nous a été présenté par les médias comme étant un problème qui était pour lequel la crise du logement avait un gros impact. Mais là, je me rends compte que c'est peut-être un cas que les journalistes ont trouvé, quelques cas que les journalistes ont trouvé puis qui nous ont monté ça dans une nouvelle. Mais je trouvais le propos intéressant. Par exemple, tu nous expliquais d'où venaient les difficultés là-dedans et les points d'action que vous aviez eus. Oui, tu sais, la première chose, c'est qu'elles n'étaient pas assez bien payées. T'sais, on peut chercher midi à 14 heures une raison, elles n'étaient pas assez bien payées. Puis, tu sais, je pense que je suis le premier ministre de la Famille depuis 25 ans à dire ça n'a pas de bon sens. Il faut mieux les payer, ces femmes-là. Là. Essayons pas de trouver une recette miracle. Là. On en perd en moyenne depuis 2014. On en perdait en moyenne depuis 2014. 4 400 nets par année. Pas facile pour atteindre. Est-ce que ça rentre dans le bilan du fameux 35 000 en plus, ça? C'est d'un côté, on crée des places pour que plus de petits en aient, faire baisser la liste d'attente, mais on en perdait plus à chaque année à cause du milieu familial qu'on ait réussi à en créer dans les CPE et les garderies en installation. Ça n'avait aucun maudit bon sens. Donc là, il fallait renverser cette vapeur-là. Puis je l'ai dit, mieux les payer, puis réduire la paperasse, on l'a fait. Mais là, je dirais que dans les 6 derniers mois ou 7 derniers mois, maintenant, on a réussi à stabiliser la situation qui prévalait depuis 2014 puis à renverser la tendance. Fait que là, maintenant, on en perd plutôt que on en gagne plutôt. On a renversé la courbe. La pandémie nous a fait tellement mal aussi parce que, tu sais, c'est pas une excuse, la pandémie, là. Tu sais, pendant
l'année de la pandémie, on a perdu plus de 7000 places en milieu familial. 7000 places, bang, d'un coup, qui sont disparues. Parce qu'imaginez-vous, là, ces femmes-là recevaient à la maison, par exemple, 6 tout-petits, donc leur mère, leur père aussi, le matin et le soir, qui venaient, dans leur maison, là, dans leur propre maison, alors qu'on leur disait, ben vous pouvez même pas voir votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, vos enfants s'ils habitent pas avec vous, parce que là, c'est dangereux pour la COVID. Rappelez-vous, au début, là, c'était très, très strict. Fait qu'il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte et qui ont dit, là, oubliez ça, j'accueillerai pas des enfants chez moi, c'est trop dangereux. Fait que ça nous a fait très, très mal. Mais là, on reprend du mieux. Il y a, écoutez, on pourra voir si qu'est-ce qu'il y en a de la crise du logement. Hein? Prenez-vous une note. Je me prends une note là parce que je suis pas sûr. Je vais faire un suivi. Vous étant toi et ton équipe dans ce contexte-là. Hein? Je sais pas parce que je me remets à te vous voyez comme ça. Dernière question, Mathieu, puis après ça, je pense qu'on ne poussera pas la loque de la techno plus que ça. On n'a pas été chanceux. En fait, on est chanceux jusqu'à un certain point finalement de pouvoir se retrouver comme ça. Mais il y a eu dimanche une marche, là. C'est les organismes Ma Place au Travail et Mères au Front qui se sont regroupés pour manifester. Selon les organismes, les organisatrices, excuse-moi, les organismes, ben oui, selon les organismes aussi, il y avait plus de 8000 personnes qui ont déambulé afin de vous envoyer un message au gouvernement. Je suis curieux, quand ce genre de truc-là arrive, comment un ministre accueille ce genre de manifestation-là quand c'est directement axé sur des dossiers dont il est responsable. Donc, dans un premier temps, je suis curieux de savoir comment tu accueilles ce genre de manifestation-là. Et dans un deuxième temps, que tu nous expliques un peu qu'est-ce que toi t'en comprends. C'est quoi le message que tu as compris de cette marche-là? C'est une maudite bonne question, ça, mais d'abord, il faut s'habituer parce que quand on décide de faire de la politique, surtout quand on est ministre, on a ce privilège-là, ben, ça vient avec des gens qui sont mécontents. Puis je pense que la première fois que ça m'est arrivé, en fait, je m'en rappelle très bien, c'est dans le cadre des négociations. Alors que moi, je faisais mon travail à l'intérieur du gouvernement pour qu'on améliore les conditions de travail des éducatrices. Et on y est arrivé à la fin de la négo. Mais ça a quand même culminé par une grève et tout ça, où, le ton monte et là, ça, c'est une dichotomie totale. On a l'impression de vivre dans un univers parallèle parce que, par exemple, je vais prendre mon exemple, je travaillais très, très fort à l'interne parce que tout le monde veut que les employés de son secteur soient mieux rémunérés. Donc, moi, je faisais le travail que j'avais à faire de convaincre mes collègues à l'interne et puis on avait un mandat de rattrapage salarial par la suite là, qui nous a été donné. Et en contrepartie, ben, il y a des manifestations public, où les gens nous disent que on est cheap ou on méprise. Ça a été dur, cette négo-là. Je me faisais dire que je méprisais les femmes et tout ça. Puis là, moi, c'était la première fois que ça m'arrivait. Là. Sais-tu, je pense qu'on le voit dans les élus, ça. On la voit, ta réaction, ce clash-là, à un moment donné, où tu travailles très fort pour améliorer les conditions, atteindre des objectifs, puis là, bam, t'es frappé à justement cette contestation-là qui est jusqu'à un certain point assez... puis je veux dire, bon, là, on n'est pas en train de vouloir vous positionner les ministres en victimes, là, mais quand même, vous recevez quelque chose d'assez rude. Puis je me souviens, on le voit, ce choc-là que tu parles, qui est de coudon, c'est pas... Parce qu'à un moment donné, on se dit, tu sais, je comprends, là. Puis tu sais, parce que l'autre question que tu poses, c'est comment on accueille ça. Ben, moi, je l'accueille, j'ai envie de dire, avec le recul, toujours avec sérénité. Tu sais, sur le coup, on peut dire, ben voyons, donc ça n'a aucun bon sens, on fait tout ça. Mais c'est parce que nous, on a la vue d'ensemble, puis on a le plan de match, puis on sait exactement où on s'en va. Mais les gens sur le terrain ont pas cette même lecture-là. Puis dans le cas de Ma Place au Travail, par exemple, je les comprends. C'est des parents qui ont mon âge, qui se sont fait niaiser, dont les parents, peut-être, se sont fait niaiser, ou dont les amis, les frères et sœurs qui sont un peu plus vieux qu'eux, se sont fait niaiser. Leurs enfants ont parfois jamais pu avoir une place en CPE et en garderie. Et là, ils sont sceptiques quand on leur dit « on va le régler, le problème ». Les gens dans notre réseau, eux, ils voient que ça avance, puis ils sont fiers de ça, puis ils nous soutiennent, mais les parents sont sceptiques, puis je les comprends. Puis ça culmine par des manifestations comme celle-là où ils nous disent ben vous devez faire encore mieux, vous devez faire encore plus vite. Moi, je pense que ce qu'on a, c'est aussi ambitieux. Je ne vais pas dire aussi ambitieux. Il faut rester humble. Là. Je pense que 97, c'était très, très ambitieux.
pour l'époque, mais je dirais que c'est le deuxième grand geste après 97 pour compléter le réseau. Donc, c'est ça, il y a cette notion-là de compléter sur laquelle tu reviens là, régulièrement. Oui. Puis c'est gros, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tu sais, pour la première fois, le gouvernement, grâce au projet de loi que j'ai fait adopter, a l'obligation légale de développer des places quand il en manque. On vient de mettre un cadenas pour nous assurer que toutes les futures générations en aient une place pour leurs enfants. Mais les gens là qui font les manifestations, je les comprends. Ils sont tannés, se sont fait niaiser longtemps. Ils sont cyniques, sinon sceptiques au mieux. Puis ce qu'ils veulent, là, c'est une place demain matin. Ça, je leur dis, malheureusement, je peux pas exaucer ce souhait-là. Mais ce que je peux faire, par contre, c'est faire en sorte que nous soyons la dernière génération qui a eu à vivre ça. Puis que celles qui vont suivre, les enfants en aient toute une place. Fait que moi, c'est là-dessus que je garde le cap. Puis, tu parlais tantôt d'humilité. Il y a cette humilité-là nécessaire pour aussi accueillir le propos. Au même titre qu'on disait tantôt, la crise du logement a un impact. Ces personnes-là qui le vivent, ils n'ont pas rêvé. Là. Ils le vivent. Non, c'est sûr. Moi, je l'ai vécu. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça. Je comprends là, quand ils me disent ça. Là. Moi, j'étais à l'Université d'Ottawa avec la mère de mes deux enfants maintenant, mais à cette époque-là, on avait seulement notre premier. On avait le bébé dans les bras, loin de nos familles qui habitaient sur la rive nord de Montréal. J'étais à l'université. Il me restait une session et demie à faire. On avait en fait 2 sessions et demie. Je prenais 6 cours par session. Je travaillais presque à temps plein en même temps pour subvenir aux besoins de tout le monde. À cette époque-là, ma conjointe de l'époque, qui était avec le tout petit, tu sais, faisait son possible aussi pour soutenir la famille et tout ça. On n'avait pas de place. Je savais pas comment on allait y arriver. Je le sais c'est quoi, là. Tu sais, fait que moi, je pense pas que c'est une lubie puis que c'est une vue de l'esprit, mais je suis obligé de dire, par contre, ramener ça dans le sketch. Des choses, on avance quand même. Puis non, je peux pas exaucer le souhait de tous les parents qui veulent une place demain matin parce que ça prend du temps à construire un CPE, mais on fait plus rapide que jamais auparavant. Puis on va y arriver. C'est une question de temps. Merci beaucoup, Mathieu Lacombe. On a eu toutes sortes de problèmes techniques. On est chanceux d'avoir quand même pu revenir puis prendre quelques questions puis se saluer. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu nous parler aux engagés publics. Hey, ça m'a fait plaisir. C'est un privilège. Merci beaucoup tout le monde. Donc, pour ceux qui sont à l'écoute, désolé pour les problèmes techniques. On va voir de quelle façon on peut se prémunir de ça pour l'avenir. Cela dit, ça nous a donné quand même un épisode que j'ai trouvé fascinant. Donc, c'est Denis Martel qui est au micro. On est disponible sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Spotify. Cet épisode-là sera disponible en rediffusion sur Facebook, sur YouTube. Donc, gênez-vous pas, abonnez-vous à nos différents canaux. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un autre épisode la semaine prochaine. Peut-être une autre entrevue bientôt. N'oubliez pas, on a Bruno Marchand qui nous accueille à même son bureau le 25 mai. Donc, je vous invite à venir lui poser des questions. Cela dit, je pense pas qu'on va être en direct. On poussera pas la loc à ce point-là. On vous l'écouterez en différé. En attendant, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute.